Entrez, messieurs, Adrien, je guide l'invité Pierre, jusqu'à sa place. Pierre, prenez la place de Raphaël Sebaoun et d'Alicia qui nous ont quitté le temps du pourquoi. Bonsoir, monsieur Samsonov. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation dans l'équipe de Greg. On va apprendre à mieux vous découvrir. Vous êtes candidat à la présidence de la Triple F, le rival donc de Philippe Diallo qui était hier l'invité de l'équipe du soir. Vous êtes breton, fan de foot. Vous connaissez très bien Noël Le Graët avec qui vous avez bossé les années précédentes. On en parlera justement de tout ça. Et vous voulez mettre le football amateur au cœur de votre projet. C'est vraiment le moteur même de votre liste, de votre histoire avec cette élection. On va en parler tout au long de ces 3 quarts d'heure que vous allez passer en notre compagnie. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. On est heureux de vous accueillir. Et Adrien Courouble, qui est à mes côtés, nous offre ce pourquoi. Pourquoi ce duel Diallo-Samsonov est un tournant pour l'élection. On va tout vous expliquer effectivement parce que cette élection, elle s'annonce plus indécise que prévu. C'est effectivement le pourquoi. Philippe Diallo face à Pierre Samsonov, pourquoi est-ce un vrai tournant pour le football français? Alors d'abord, elle a lieu quand cette élection? Dans un peu moins de 3 semaines, les votants auront 48 heures, le 10 et le 11 décembre, pour voter électroniquement, en ligne. Ils iront dans les urnes électroniques. Le 14 décembre sera le jour de la proclamation des résultats. 2 listes, on vous l'a dit, se présentent. L'une menée par Philippe Diallo, 61 ans, l'autre que vous menez, Pierre, 47 ans, candidat face au président sortant. D'abord, votre parcours, on va le regarder et on pense forcément à l'ancien président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, quand on regarde votre parcours, puisque comme lui, vous êtes breton, comme lui, vous avez débuté dans le football professionnel au sein d'En Avant Guingamp, dirigeant et membre du conseil d'administration entre 2010 et 2016, consultant en gestion des ressources humaines sur l'Euro 2016, ça était entre 2014 et 2016 sur le programme des volontaires. 2016-2019, vous êtes administrateur du comité d'organisation de la Coupe du Monde féminine 2019 qui était organisée en France, comme l'Euro 2016. Et puis entre 2016 et 2021, directeur général adjoint de la Fédération française de football, directeur général de la Ligue de football amateur. Vous allez démissionner en mars 2021 de la Fédération française de football. Vous avez toujours un pied dans le football puisque vous travaillez en tant que dirigeant bénévole au sein du club de Saint-Malo. Alors, moi j'ai une question, puisque je viens d'entendre tout ce qui vient d'être dit par Adrien. Est-ce que quelque part, Pierre Samsonov, et ma première question serait un peu désagréable, vous êtes le bras armé, le bras de la vengeance de Noël Le Graët qui vient faire concurrence à Philippe Diallo? Vous pensez qu'il doit se venger de quelqu'un, Noël Le Graët? De beaucoup de personnes, je pense. Oui. Non, je ne pense pas du tout que ce soit l'état d'esprit. J'ai le soutien de Noël Le Graët, il l'a dit. Il a mon estime. J'ai beaucoup appris en travaillant à ses côtés. On a aussi eu des désaccords que j'ai su manifester, comme vous l'avez dit. Pourquoi Adrien. vous avez démissionné? Puisque c'est ça, j'imagine. C'est un peu ce qui est au cœur de l'élection d'aujourd'hui. C'est parce que moi, ce que je ressentais à l'époque, c'est une fédération dont le centre de gravité basculait vers un éloignement du football amateur et qu'on n'était pas forcément en phase sur la manière dont la Fédé devait se comporter vis-à-vis du foot amateur. Donc c'est un vrai désaccord qu'on a posé ensemble, qu'on a posé assez tranquillement et quand on a une relation franche, on est capable de se séparer dans ces conditions-là aussi. Et d'autres ont continué avec lui, certains sont... Il y avait un problème humain aussi avec Florence Ardoin. Il y avait un problème de management. Je ne parlerai pas de problème humain, il y avait un problème de management de la fédération. Là aussi, c'est une divergence de vue. Et cette divergence de vue, elle s'est traduite par mon départ. Peut-être un retour, donc en 2024, vous aurez face à vous le président sortant, donc Philippe Diallo. On va aussi regarder le parcours, le profil de Philippe Diallo, qu'on ne connaît finalement que très peu. C'est un dirigeant qui a beaucoup travaillé du côté des clubs professionnels, puisqu'il a été pendant 30 ans, il a dirigé pendant 30 ans l'Union des clubs professionnels de football. Et alors en mars 2021, il est nommé trésorier de la Fédération française de football. Ça va aller très vite, puisqu'en décembre 2021, Brigitte Henriquez quitte la FFF pour direction le CNOSF. Il est nommé vice-président pour la remplacé, janvier 2023, affaire Noël Le Graët. Il le remplace donc en tant que président intérimaire. Et puis il est élu en juin 2023 président de la Fédération française de football. Alors est-ce que vous vous présentez parce qu'il y a un dysfonctionnement, on va dire comme ça, au sein de la Fédé? Est-ce que pour vous, il y a un problème majeur qui fait qu'il faut changer, voire tout changer? Alors, je ne me présente pas contre Philippe Diallo, et d'ailleurs, je ne me présente pas, c'est une liste et un projet qui se présentent contre une autre liste et un autre projet. C'est pour nous, en tout cas, un vrai travail d'équipe, et effectivement, une analyse sur le fait que la Fédé s'est éloignée de sa base, qui est le foot amateur. Et comme vous l'avez dit, le foot amateur peut reprendre du poids au sein de la fédération parce que le mode d'élection a changé et qu'on pense que c'est l'occasion de renverser un peu la perspective.
Bon, alors, on va quand même savoir à quoi sert un président de la Fédération française de football, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, Adrien. Le président de la Fédération française de football, il est accompagné du comité exécutif et il a pour rôle de diriger, gérer, administrer et superviser l'ensemble des activités du football français. Et il y a énormément d'activités au sein de la Fédération française. D'abord, il faut organiser, encadrer, financer la pratique du foot amateur, 2,2 millions de licenciés. Organiser, diriger l'ensemble des équipes de France, masculines, féminines, équipe de France des jeunes. Représenter le foot français à l'échelle nationale, les pouvoirs publics, à l'échelle internationale, face à l'UEFA, la FIFA. Il faut encadrer, donner pouvoir à la LFP pour organiser la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est important parce que la LFP, c'est autonome, mais la LFP doit rendre des comptes à la Fédération française de football, organiser les compétitions nationales autres comme la Coupe de France, le National, la D1 Arkema, la D1 de futsal, la Coupe Gambardella, responsable de l'arbitrage professionnel et amateur, et puis former les professionnels du foot, les entraîneurs, gérer les pôles espoirs également, la formation des jeunes et tous les métiers du football qui sont donc formés au sein de la Fédération française de football. Et tous autour de la table, on a beaucoup de questions concernant ces rôles-là, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à voir sur la Coupe de France, sur le foot amateur, sur l'équipe de France, sur l'arbitrage même également. Beaucoup de responsabilités. Vous vous sentez prêt, là, à les endosser ? Oui, complètement. Enfin, j'ai un passé à la Fédé, vous l'avez évoqué, c'est une maison que je connais bien et pour laquelle j'ai toujours un vrai attachement. Et puis des idées à faire valoir et surtout une équipe autour de moi avec des compétences très forte et avec une forte représentativité de ce qu'est le football aujourd'hui dans toute sa diversité. Ce qui manque de l'autre côté alors, si vous Ce qui manque clairement, à mon sens, de l'autre côté. Vous avez dans le giron de la fédération les relations avec les ligues et les districts et puis les clubs de ligue, de district, les petits clubs qui font le quotidien du foot. Ils sont représentés sur notre liste. Je ne les vois pas sur la liste de Philippe Diallo. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est... pour nous, même aussi une élection radicalement différente de la précédente, Adrien. On va essayer de synthétiser, vous expliquer déjà comment se passait la précédente élection, qui s'est donc déroulée en juin 2023, qui a conforté donc le président intérimaire qui est devenu président élu, Philippe Diallo. À l'époque, il avait été élu par 179 votants, des grands électeurs, en gros des délégués de clubs pro, amateurs, des ligues régionales, de districts. Il avait été élu avec 91,26% des voix. C'était aussi le seul à se présenter. Il n'y avait personne face à Philippe Diallo. Cette année, c'est radicalement différent parce qu'il n'y a plus de délégués, il n'y a plus de grands électeurs. Tout le monde est amené à voter. Ça veut dire qu'il y a près de 13 000 votants pour cette élection, les présidents des clubs amateurs. Alors toutes les voix ne se valent pas. On élit pour un mandat de 4 ans, mais toutes les voix ne se valent pas, puisque, vous le voyez, un tiers de l'élection, un tiers de l'électorat sont les clubs amateurs, donc les quasiment 13 000 voix de cette élection. Il y a ensuite 33,3% des voix qui représentent les représentants des instances, donc les présidents des ligues régionales, les présidents délégués des régionales, les présidents de district, et puis l'autre tiers sont les voix des clubs professionnels, les présidents de Ligue 1, Ligue 2, donc 36 clubs pour ces deux divisions, et certains clubs de National 1 qui ont gardé le statut professionnel. Là-dessus, sur ce modèle électoral qui est tout nouveau, donc Philippe Diallo, il était notre invité hier soir dans l'équipe du soir, et il avait une question pour vous, on va l'écouter, Pierre Samsonov. Puis j'ai cru lire que mon concurrent souhaitait peut-être revoir ses répartitions de vote, et en particulier semblait vouloir diminuer la part des clubs professionnels dans les assemblées fédérales. Je voulais savoir simplement s'il confirmait cette volonté de réduire la place du football professionnel parmi les votes à l'élection de la fédération. Est-ce que ça va être tout pour le foot amateur et fini l'élite ? Non, alors je suis très content que Philippe Diallo me pose une question parce que moi j'en ai plein à lui poser aussi et manifestement il ne veut pas organiser de débat donc c'est dommage, on pourrait s'en poser directement mais c'est très bien par émission interposée aussi. Donc ouais, effectivement j'ai écrit ça au moment où la réforme de la gouvernance était adoptée par la fédération. Il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une répartition théorique des voix, un tiers, un tiers, un tiers. Vous l'avez évoqué, personne ne sait si les clubs amateurs vont se mobiliser ou pas sur cette élection-là. Il peut y avoir un fort abstentionnisme des clubs amateurs qui, pour certains d'entre eux, ne savent même pas qu'ils peuvent voter aujourd'hui. La Fédé n'a pas fait campagne ? La Fédé fait très peu d'informations sur le sujet. Mais alors, c'est-à-dire quand vous dites ça avec un petit air comme ça, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait volontairement ? Non, je dis pas ça. Je dis juste que factuellement, il y a des clubs amateurs, la grande majorité, qui sont pas au courant. Des émissions comme la vôtre, c'est aussi l'intérêt de faire savoir aux gens qui nous regardent qu'ils ont potentiellement le droit de vote pour l'élection fédérale. Donc ça, c'est un vrai sujet parce que la répartition théorique des voix n'est pas forcément ce qui se passera dans la réalité des votes.
Mais que Philippe se rassure, c'est pas du tout une candidature contre le football professionnel. Moi, j'ai déjà pris un certain nombre d'engagements vis-à-vis des clubs On en parlera pro. tout ça. Et Mais on peut en reparler. c'est peut-être pas Philippe Diallo qu'il faut rassurer, c'est peut-être les clubs pro. C'est peut-être ce que vous ferez dans la prochaine demi-heure. Sûrement. Si vous m'en donnez l'occasion. Mais bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'on parle de liste dans cette élection, Adrien ? Il faut savoir que durant cette élection, on va élire un comité exécutif. Donc, comité exécutif qui comporte la liste que vous avez présentée, 17 membres, plus vous, 18. Vincent Labrune qui sera d'office au comité exécutif. Le représentant des médecins qui sera élu également. 2 représentants des arbitres, un homme et une femme. 2 représentants des joueurs, un homme et une femme. 2 représentants des entraîneurs, un homme et une femme qui seront à chaque fois élus par leur père. Dans les listes, qu'est-ce qu'on constate ? D'abord qu'il y a une parité qui a été demandée et qui a été respectée parfaitement du côté de ces 2 listes. Philippe Diallo semble être le candidat des dirigeants professionnels si on regarde la composition de sa liste, puisqu'il a notamment Jean-Michel Aulas, présent en tant que numéro 2 dans cette liste, mais aussi Marc Keller, président du Racing Club de Strasbourg, ou encore Baptiste Malherbe, président exécutif de la JOCR. Dans votre liste, qu'est-ce qui nous a sauté aux yeux, nous peut-être un peu profanes justement de ce type d'élection? Alors il y a la présence de Jacques Piriou, c'est le président de Concarneau en National 1, on ne l'a pas mis précisément ici, mais il y a aussi un président. En revanche, Romain Danzé, ancien joueur de foot du Stade Rennais, et surtout, et ça vraiment ça nous interpelle, la présence de Benjamin André, qui est un joueur professionnel en activité, de surcroît capitaine du LOSC, est présent donc sur une liste à la présidence de l'élection à la Fédération française de foot. J'imagine que pour vous, ça c'est un soutien majeur. C'est un soutien majeur, oui. C'est un symbole, mais pas seulement un symbole. Moi, je trouve ça bien que dans un comité exécutif de fédération, il n'y ait pas que des gens qui gravitent autour de ce qui se passe sur le terrain et que pour la première fois, on ait l'occasion d'avoir un joueur en activité. Et Benjamin, on se connaît bien depuis longtemps. Et la première question qu'il m'a posée quand on a évoqué le projet fédéral, c'est et c'est pour faire quoi ? C'est pas pour donner une image, c'est pas voilà. C'est sur quelle thématique est-ce que je peux travailler ? Et je trouve que c'est un engagement qui est absolument formidable. Alors, on va expliquer quand auront lieu les résultats maintenant, parce qu'on sait comment ça marche, mais on ne sait pas quand ça s'arrête. La réponse donc, pour ces résultats, c'est le 14 décembre, on vous le disait, 10 et 11 décembre. Donc les votes pour les clubs amateurs, pour les instances, pour les clubs professionnels. Et c'est peut-être ce mode de scrutin qui montre, Greg, qu'il y a 2 listes différentes, mais que ce mode de scrutin montre que ça va être plus serré, plus indécis que prévu. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je dis que vous qui nous regardez, les licenciés, les présidents de club, peut-être que vous ne le saviez pas, vous allez être concernés. Sébastien, Vikash, Olivier et Loïc ont plein de questions à vous poser. Nous aussi, ça tombe bien. Pierre Samsonov, qui est candidat à l'élection de la Triple F, est notre invité encore à suivre dans l'équipe de Greg. À tout de suite. Et donc ce soir, c'est son concurrent à la tête d'une liste. J'insiste, j'ai bien compris que vous étiez à la tête d'un collectif, d'une liste, et que vous étiez en haut de cette liste pour représenter une autre façon de voir le foot français. On va regarder avec vous Adrien, qui nous a rejoint, Adrien Courouble, à nouveau. Alors assis, c'est mieux, vous êtes un peu moins grand qu'à côté de moi. C'est vrai. Quelles sont les 3 propositions phares du candidat Samsonov et de sa liste? On s'est servi notamment de l'article et de l'interview publiée dans le journal L'Équipe le 24 octobre dernier, une interview menée par Étienne Moatier et Arnaud Herman, que la Fédération française de football soit plus représentative parce que les clubs amateurs disparaissent en dehors du vote tous les 4 ans. Simplifier les procédures et les règlements pour les clubs amateurs et revenir à l'essence des clubs, apprendre le football et transmettre des valeurs. C'est le message que vous avez souhaité porter dans les colonnes du journal. Mais alors, soyons très basiques. Ça veut dire quoi, plus représentatif? Ça veut dire que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, les clubs amateurs vont voter pour la première fois pour l'élection du comité exécutif de la Fédé, et puis qu'ensuite ils vont disparaître du paysage fédéral. La réforme qui a été choisie par l'équipe en place, c'est de faire voter les clubs comme l'exige la loi uniquement sur l'assemblée élective. Et puis ensuite, les clubs, ils retournent chez eux et on les ressollicite dans 4 ans pour l'élection suivante. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Et ça veut dire que vous voulez qu'ils participent au quotidien? Ça veut dire que vous voulez qu'ils participent à toutes les décisions? Au quotidien, c'est ingérable. C'est évidemment ingérable au quotidien et le comité exécutif, il est chargé de prendre les décisions quotidiennes pour la fédération. En revanche, que les clubs soient associés au choix sur les règlements, on l'a évoqué, sur les aides qui les concernent directement, il y a une politique d'aide au football amateur de la part de la FFF. Qu'on demande l'avis des clubs et qu'on leur demande de valider les dispositifs qui sont mis en place, ça me semble être le bon sens. Alors attention, il y a des ligues et des districts qui travaillent remarquablement pour représenter les clubs. Mais pour que la voix du foot amateur porte véritablement, c'est formidable si les clubs peuvent être associés à ces décisions. Est-ce que vous êtes sur l'argent? Hier, Philippe Diallo comprendre qu'il pouvait y avoir aussi un ruissellement qui était un peu bloqué. Vous voyez, au moment où ça arrivait dans les zones départementales, dans les districts,
sans malversation, sans coup bas, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais que ça n'arrivait pas toujours forcément jusqu'au club amateur, parce que, je sais pas moi, certains petits suzerains locaux pouvaient utiliser l'argent pour autre chose, et que tout l'argent ne ruisselait pas, comme il est de coutume de dire quand on parle aussi politique. Ça peut changer complètement avec vous, c'est garanti, c'est sûr 100%, vous dites au club amateur, vous toucherez l'argent, vous serez mieux loti avec moi? Alors, l'idée, c'est que justement, ce soit les districts et les ligues en proximité avec les clubs qui puissent décider d'attribuer ou de ne pas attribuer des aides et de la nature des aides qu'ils peuvent mobiliser vis-à-vis des clubs amateurs. Aujourd'hui, vous avez un système qui est hyper centralisé, avec des décisions qui sont prises à la Fédé. Ça prend du temps. Ça veut dire qu'on a la même approche de ce qu'il faut faire pour les clubs sur l'ensemble des territoires, alors que les besoins peuvent être fondamentalement différents. Et nous, c'est précisément ce qu'on veut changer. On va écouter Philippe Diallo, parce qu'il y a eu une enveloppe de 100, hop, elle est passée à 150 millions d'euros pour les clubs amateurs. Écoutez. Vous avez bien voulu rappeler tout à l'heure que nous avions re-signé un contrat, je pense qui est le plus gros contrat dans le monde d'équipementier avec Nike. Et ça va nous donner, pour les 10 ans qui viennent, un budget à la fédération qui va être très important. Et donc la première chose que j'ai faite, c'est de dire que l'aide qui est aujourd'hui au football amateur, qui représente à peu près 100 millions par an, je vais la porter à 150 millions d'euros par an. Alors, c'est-à-dire que vous allez faire 151, 155, 160. C'est un combat de coq pour monter de plus en plus d'argent? Non, je ne pense pas que ce soit dans ces termes-là que la question se pose. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Philippe Diallo dit que le budget de la fédération va être très important grâce au contrat Nike. Moi, je me suis renseigné. Voilà, je ne connais pas le budget de la fédération pour les années à venir. Le montant du contrat Nike, hier sur le plateau, il y a Étienne Moati qui avait l'air de le connaître. Je ne sais pas combien il y a de dotations financières, combien il y a de dotations en équipement. C'était un 80-20 a priori en pourcentage. Ouais, peut-être, mais ça souligne aussi un problème qui est qu'en matière de transparence financière aujourd'hui, pour avoir accès aux chiffres de la réalité des budgets prévisionnels de la fédération, c'est compliqué. Vous n'avez pas accès au compte? Accès au compte a posteriori, accès au budget pour l'année qui vient, mais accès à ce qui se passera avec le contrat Nike, non, moi je ne sais pas. Donc évidemment, l'idée c'est de renforcer les aides au football amateur et avec des idées très précises sur la manière dont on peut créer de nouveaux types d'aides, mais c'est compliqué de s'engager sur un montant quand on n'a aucune idée de la manière dont le budget va évoluer. Justement, au-delà du budget évolutif, dire un chiffre, 100 millions, 150 millions, c'est beaucoup d'argent, mais aujourd'hui il y a des présidents de clubs amateurs qui dépensent très mal cet argent, notamment comme des présidents de clubs de Ligue 1 qui dépensent tout sur les joueurs, mais jamais dans les infrastructures, jamais sur les terrains, jamais sur le développement avec les plus jeunes. Est-ce qu'il y a une volonté chez vous d'obliger les présidents amateurs aussi à utiliser cet argent pour avoir des meilleurs stades, pour éduquer un peu mieux les très jeunes et pas pour tout mettre sur l'équipe première des équipes amateurs pour essayer de monter de division et faire une grande équipe derrière? Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Et la question, c'est pas tant le montant des aides, c'est qu'est-ce qu'on veut aider. Et effectivement, ce qu'on veut aider, c'est des mises aux normes d'infrastructures, parce qu'il y a des endroits où les collectivités n'ont pas les moyens de faire des petits travaux qui pourtant permettent de rendre à nouveau praticable un terrain. C'est des aides à l'emploi, c'est hyper important aussi. Des aides pour embaucher des éducateurs, pour aider à structurer le club. Notre objectif, c'est de tripler le montant des aides à l'emploi qui existent aujourd'hui pour les clubs. C'est d'aller vers des aides à la formation, plus importantes aussi, on en reparlera tout à l'heure. La formation, c'est la clé pour qu'on ait des dirigeants, des bénévoles, des éducateurs qui réussissent à appréhender ce qui se passe aujourd'hui sur les bords de terrain, ce qui se passe dans les vestiaires et qui peut parfois être compliqué. Donc oui, c'est ces aides-là qu'il faut aider. Elles doivent être fléchées, elles doivent être identifiées et elles doivent être gérées en proximité avec les clubs pour répondre vraiment à leurs besoins. C'est pour ça qu'on fait confiance aux ligues et aux districts pour le faire. Il y a quelques semaines, on avait lancé un pourquoi sur le fameux projet Mbappé. Vous savez, ces parents qui deviennent dingues sur le bord des terrains. Il y a eu un incident très grave. Du côté de l'US Colomiers, on voit cette voiture brûlée. 2 éducateurs ont vu leur voiture brûler. Ça avait même attaqué la maison, le garage. Vous voyez, il y aurait pu avoir un mort. Disons les choses techniquement. C'était dramatique. Le directeur technique du l'US Colomiers, le patron de l'association des éducateurs du football français, lançait un appel à l'aide. Écoutez et vous allez réagir, Pierre Samsonov. Je vois le climat se détériorer. Je vois des SMS de plus en plus virulents envers nos coachs dès qu'il y a le moment des choix. Et donc, il y a une forme de banalisation d'une certaine violence. L'appel à l'aide, il est sur tous les week-ends. J'ai mes éducateurs qui sont, dès qu'ils font un choix, où c'est très difficile. Ce qui freine un bon éducateur, c'est les problèmes inhérents à une saison sportive de jeunes joueurs. Il faut une prise de conscience nationale, j'en conviens, au niveau des pouvoirs publics, au niveau effectivement des politiques
politique et au niveau effectivement de la fédération, peut-être l'exprimer plus clairement que ce n'est aujourd'hui. Voilà, au-delà de ce qui est déjà fait, je pense qu'il faut insister dessus parce que ce phénomène ne va que s'accélérer si on laisse faire. On fait quoi de toute cette violence? Il y a aussi du racisme, il y a aussi de l'homophobie, ces parents qui deviennent fous, cette ambition démesurée. On fait comment quand on dit que le football amateur doit reprendre toute sa place? Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire-là? C'est un sujet grave, évidemment. Alors, il se trouve que le président du district de Haute-Garonne fait partie des membres de mon équipe. Donc, c'est évidemment un sujet qu'on a évoqué ensemble. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à la suite de cet épisode qui aurait pu être encore plus dramatique? Il s'est passé que la semaine suivante, ça a été dans le district un week-end sans éducateur, donc pas de match. Et je pense que c'était hyper important pour marquer le coup. Quand les matchs ont repris, c'est les enfants qui ont lu un message à l'adresse de leurs parents sur le terrain en leur disant ce qu'ils voulaient dans le jeu et ce qu'ils ne voulaient pas. Et je pense que ça marque d'autant plus quand c'est les acteurs du jeu qui parlent de ces sujets-là. Un parent qui croit que son fils est le nouveau Ronaldo, c'est pas parce que son fils lui lit un poème un dimanche après-midi qu'il va y croire toute sa vie. C'était pas un poème, ça rimait pas, mais par contre, je peux vous assurer que pour avoir vu les images, ça produit un impact assez fort. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est pas un coup d'épée dans l'eau. Non, vous avez besoin... Ça va pas empêcher les parents de changer. Vous avez besoin de marteler ces messages-là. C'est absolument indispensable et vous avez besoin d'avoir des éducateurs et des bénévoles. On revient au sujet de la formation qui sont formés pour faire face à ces situations-là. C'est-à-dire que vous allez renforcer la formation de ces gens-là? Indispensable. Sébastien. Et le problème, c'est que sur ce sujet-là, je crois qu'il n'y a pas de solution. Parce que les parents sont parfois fous. Moi, mon fils ne joue pas au football, il pratique d'autres sports, c'est pareil. C'est moins pire que dans le football, je crois, mais c'est pareil. Les parents sont fous. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous interdisez aux parents d'assister au match, ce qui serait d'une injustice profonde pour ceux qui se comportent bien, et même pour les enfants. Quelle est la solution possible? Comment on sanctionne? pas, moi, en fait, c'est la question que vous posez. Comment on sanctionne efficacement ce type de comportement-là? Les commissions de discipline des ligues et des districts, elles ont une vraie action. Alors, parfois, c'est compliqué avec les parents, ils ne sont pas toujours licenciés. Mais ils sont rarement licenciés. Ils sont rarement licenciés, mais quand vous avez des constats de ce type de comportement sur le bord des terrains, vous pouvez prendre des mesures administratives, notamment avec les préfectures, pour interdire de stade les personnes qui ont ce type de comportement-là. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. La sanction collective, les huis clos, ça n'a aucun intérêt. C'est quelque chose, c'est un vrai sujet, parce que je sais, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais parce qu'on est vraiment au cœur même du foot amateur, de la passion, de la transmission, si on veut qu'il y ait encore des gamins qui aiment ce sport que nous, on aime tant. Mais le foot on est au cœur tout du seul. truc, et dans votre liste, si c'est le cœur, vous comprenez pourquoi on vous amène sur ce sujet-là aussi. Mais le on a foot l'impression que c'est résonne un peu tout seul délaissé. sur ces sujets-là. Et il ne faut pas qu'ils résonnent tout seuls. Il y a des gens dont c'est le métier de réprimer ce type de comportement et il faut s'adresser à eux. Et ces partenariats-là, ils n'existent plus aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Et là encore, ce n'est pas pour mettre en cause les personnes concernées. Vous savez, les relations qu'il a eues avec la fédération à l'occasion de cet incident, le président de district dont je parlais tout à l'heure? Aucune. C'est normal, il est sur votre liste. Je pense pas que ce soit... Je ne suis pas certain. On va continuer de parler avec vous. Ce sont les droits télé, c'est ce qui se passe du côté de la LFP. On écoute hier soir Philippe Diallo chez Olivier Ménard dans l'EDS nous parler justement de son soutien à Vincent Labrune. Je crois que là aussi, c'est un raccourci de penser que Vincent Labrune est le responsable de la situation dans laquelle on est. Je pense que c'est une succession. Le Covid, la France a été le seul championnat à arrêter en Europe. Le lendemain de la décision gouvernementale, nos diffuseurs ont cassé leur contrat. Vincent Labrune veut économiser des millions et voudrait que la FFF donne à la Ligue 10 millions d'euros pour financer l'arbitrage. Alors ce soir, c'est oui ou c'est non? Moi, je soutiendrai la Ligue. Parce que la Ligue, c'est une filiale de la fédération. Quand une de vos filiales est en difficulté, il me paraît assez naturel que la maison mère vienne à son soutien. Alors, il y a deux choses. On va revenir sur l'arbitrage dans un instant. Mais Olivier Bossard a une question concernant Vincent Labrune. Oui, Vincent Labrune a été beaucoup dans l'actualité ces derniers temps. C'est quelqu'un qui est assez clivant. On a vu que la Fédé et la Ligue allaient travailler ensemble. Donc, si vous êtes élu, vous seriez amené à travailler avec lui. Quelles sont vos relations avec lui et quel est votre avis sur la façon dont il a mené les discussions
avec les diffuseurs? On a peu de relations et on ne se connaît pas bien. On va se rencontrer évidemment pour envisager les conditions du partenariat entre la FFF et la LFP. Je vais peut-être vous étonner, mais la fédération, elle n'a pas à avoir d'avis sur le modèle économique du foot professionnel. Le foot professionnel, c'est des entreprises privées qui font des choix de développement stratégique. Et la fédération, elle doit les accompagner, elle doit s'assurer que les règles sont respectées. Ça, c'est absolument essentiel. Même quand les choix ne sont pas bons. On verra si les choix étaient les bons ou pas. On verra si c'est le contexte qui a amené à cette situation-là ou si ce sont les choix. Mais en tout cas, maintenant qu'ils sont faits, le rôle de la fédération, c'est d'aider à ce que ça fonctionne. Alors, il y avait une autre partie sur l'arbitrage. Est-ce que, en voulant récupérer le vote de la partie professionnelle, on va dire, en disant on va vous aider à financer le coût de l'arbitrage, en donnant 10 millions d'euros, Philippe Diallo semble s'y engager, est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous paraît sain, qui vous paraît raisonnable, qui vous paraît quelque chose à faire? Ça me paraît équitable, parce qu'effectivement, l'intérêt de la fédération, l'intérêt du football amateur, c'est qu'on ait un football professionnel en bonne santé. Et si vous avez demain des clubs de Ligue 2 qui font faillite, qui sont des vrais clubs de territoire, ce sera une catastrophe pour l'intégralité du football français. Si vous avez des locomotives du foot français qui font faillite, ce sera une catastrophe pour tout le foot français. Donc, on n'est pas dans une vision du foot pro contre le foot amateur ou réciproquement. On a besoin que le foot pro se sortent de cette situation-là. Donc la logique, c'est que la fédération soit au soutien du football professionnel. Donc donne ces 10 millions pour participer au coût de l'arbitrage. Moi, je suis très surpris par ça. D'autant plus, moi j'insiste sur la question de l'arbitrage. L'arbitrage, aujourd'hui, ne peut pas être une variable d'ajustement des difficultés économiques du football français. Il faut qu'on garde un arbitrage de haut niveau. Il y a eu beaucoup de polémiques sur l'arbitrage. Il y a eu beaucoup de polémiques sur le niveau de l'arbitrage français. On en est sorti. On a des arbitres de très haut niveau aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un effort de professionnalisation qui a été fait. Il ne faut pas que les difficultés économiques du foot pro conduisent à renoncer à cet effort-là. Et il faut même que la fédération aide à mener des projets qui ont été abandonnés à cause de ces difficultés économiques. Je pense que le déploiement de la VAR en Ligue 2, c'est un signal essentiel à envoyer aux clubs. Et c'est un vrai signal pour l'équité des compétitions aussi. On a beaucoup de choses sur lesquelles on peut réfléchir avec la Ligue, avec les clubs, pour faire en sorte qu'il y ait un vrai soutien. Et donc on donne 10 millions comme ça, sans rien en échange. Donc le football professionnel a géré son argent n'importe comment, à part payer de nombreux restaurants et des nuits d'hôtel. Et donc, le football amateur, à travers la Fédération française, va donner 10 millions d'euros pour aider les pauvres malheureux qui ont fait n'importe quoi avec leur argent. Moi, pardonnez-moi, ça me paraît être... Je peux vous comprendre. Philippe Diallo le dit, je peux comprendre que vous ayez une position électoraliste vis-à-vis du football professionnel, mais moi, ça me paraît être une vision électoraliste. J'arrive pas à comprendre comment vous, qui défendez les petits, puissiez tenir cette position. Mais j'attends votre réponse. Eh bien, je vous la donne. Le football professionnel finance le football amateur. Le football professionnel donne 2,5% de ses droits télé au football amateur. La Fédération française de football a touché 20 millions d'euros lorsque CVC a conclu son contrat avec la Ligue de football professionnel. Régulièrement, le football pro finance le foot amateur. On est dans une situation où le football professionnel va mal. On est dans une situation où c'est normal. Et ça veut, le foot pro continuera à financer la Fédé, même si ces 10 millions sont pris en charge par la Fédé. Globalement, il y aura un transfert du foot pro vers le foot amateur. C'est juste le niveau de ce transfert qui va être modulé pendant une période de 2 ans, parce que l'idée, c'est d'accompagner... Mais la taxe Buffet, c'est la loi. C'est pas, vous voyez, ils n'ont pas le choix. Alors, je ne vous parle pas de la taxe Buffet, là, en l'occurrence. C'est le protocole FFF-LFP qui prévoit qu'il y a une attribution directe des droits télé de la LFP au foot amateur. C'est vrai que tout ça peut paraître un peu complexe, mais on essaye de décrypter du mieux possible. Et en fait, c'est vrai, voilà, Sébastien a aussi raison d'aller creuser. Oui, la réponse, vous avez bien bossé. Vous en sortez bien. Je ne suis pas convaincu, vous en sortez bien. Sur Vincent Labrune, je me permets quand même de prononcer le mot magique de CVC, qui a choqué, on va dire, beaucoup de gens. Vous avez bien un avis sur ça? Ouais, j'ai un avis, mais c'est un avis personnel, c'est pas l'avis d'un président de la fédération. Une fois de plus, c'est au club de faire leur choix. Voilà. Moi, CVC... Vous pouvez pas vous mettre à dos les présidents de club qui ont voté pour CVC.
je ne peux pas me les mettre à dos et en même temps, on peut avoir des discussions tranquilles. Vous leur dites ça, vraiment, vous avez ces discussions-là? Et voilà. CVC, honnêtement, on n'en a pas parlé parce que CVC, c'est le passé d'une certaine manière. Déjà. Donc, enfin, c'est revenu en boomerang. C'est pas un sujet d'actualité, oui, mais on ne va pas remettre en cause l'accord avec CVC demain. Bah non, c'est pour 200 ans maintenant. On peut refaire le match, mais c'est pas. C'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est fait. Alors, concernant DAZN, justement, puisque les droits télé ont été attribués à DAZN, vous avez une proposition, parce que vous qui nous regardez là, vous payez, alors peut-être maintenant 14 €. Avant, c'était 19. Peut-être c'était 29. Moi, c'est 39. Ceux qui ont payé, voilà, ceux qui ont payé au début. La carotte, elle est là. Vous avez une proposition pour ceux qui jouent au foot, qui voudraient regarder le foot et leur sport? Ouais. Oui, effectivement. Les licenciés FFF, qu'ils soient joueurs, dirigeants, arbitres, sont a priori les plus grands passionnés de football. Et moi, ça m'étonne toujours que ce qui se fait au niveau local, quand un district ou des clubs amateurs travaillent avec le club pro du département ou de la région, pour qu'il y ait des gens qui viennent au stade dans des conditions aménagées, se fasse pas du tout au niveau national quand il est question d'aller payer un abonnement à un diffuseur. Je comprends pas. Et effectivement, je pense que c'est un vrai sujet de partenariat sur lequel la Ligue a intérêt, les clubs ont intérêt à ce qu'on avance, et où les licenciés eux-mêmes peuvent tirer leur épingle du jeu. Vous ne voulez pas vous mêler de ce que fait la Ligue, mais vous vous mêlez de ce que fait le diffuseur, quoi. Non, on développe un partenariat avec la Ligue sur le certaines personnes, jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui payent. Ils font ce qu'ils veulent dans l'entreprise. Mais l'idée, c'est que tout le monde soit d'accord. Entreprises privées comme les clubs. Mais l'idée, c'est que tout le monde soit d'accord. On peut mêler des clubs parce qu'ils votent, mais on peut se mêler de DAZN parce qu'ils n'ont pas le droit de vote. Alors, si je peux me permettre de défendre, ce qui est intéressant, c'est qu'un licencié, il a toujours des offres. Quand vous êtes licencié de n'importe quelle fédération, vous recevez des mails de promotion pour tout, pour des achats, pour des places, pour des tickets. Moi, ça ne me choque pas tant que ça. Pour des tickets, parce que c'est eux qui vendent les tickets. Oui, non, mais ça ne me choque pas tant que ça. Je peux comprendre, mais je comprends votre réaction aussi en même temps. On n'imposerait rien à DAZN, évidemment, mais je pense que tout le monde est capable de comprendre ils vont que c'est leur intérêt. Moi, je serais eux, je le prendrais comme ça. Vous inquiétez pas, s'ils sont raisonnables, ils vont vite partir. Non, mais arrêtez. C'est pas fait encore. C'est pas. Pour le moment, il y a un diffuseur. Un mot quand même sur la Coupe de France aussi, parce que c'est un peu comme dans les déchets. Vous savez qui n'en veut de ma Coupe de France? On va écouter Philippe Diallo nous en parler. Il se trouve que tout en étant extrêmement populaire, la Coupe de France n'attire plus ou moins les diffuseurs. Et donc, pour moi, ma responsabilité, c'est de faire en sorte qu'on trouve une formule qui puisse revaloriser la Coupe de France. Par exemple, en Allemagne, la coupe d'Allemagne, elle se joue sur 2 saisons pour permettre un étalement et faire justement que les clubs amateurs soient plus longtemps dans la Coupe de France. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez des petits clubs, en gros, en septembre-octobre, la Coupe de France, c'est fini. Voilà. Est-ce qu'on veut que la Coupe de France devienne une usine à gaz? Donc c'est un peu la question, parce que moi, là, j'avoue que sur la Coupe d'Allemagne, sur 2 ans, pourquoi pas? Il y a 2 choses. Moi je vous propose de donner les droits de la Coupe de France à la chaîne L'équipe, comme ça vous verrez du foot en clair et on fera un très beau partenariat. On peut s'en sortir. 10 000 €. On peut y arriver. On peut vous donner la fiche de Nicage Dorasso si vous voulez. Vous êtes dans la négo, vous. Voilà, bien sûr, on est dans la négo toujours. Mais la deuxième chose, c'est comment leur donner son lustre, parce qu'il n'y a plus de Coupe de la Ligue. On voit que le championnat, certains se plaignent qu'on ne le voit plus. La Coupe de France, elle est belle, elle est magnifique, mais finalement ça fait 3,5 millions, 4 millions au moment de la finale et personne ne regarde les tours d'avant. Ouais, alors je suis pas tout à fait d'accord. Alors que c'est du foot amateur de A à Z jusqu'à ce que les pros rentrent. Moi, je suis allé voir des matchs de 4e, 5e, 6e, 7e tour. J'ai vu des ambiances absolument incroyables. Oui, mais dans le terrains. stade, pas devant la télé, parce que personne ne la voit. Ça, c'est un patrimoine national. Et pour le coup, ce foot de village et cette logique de compétition qui est limpide, que tout le monde comprend, je pense pas qu'on puisse y toucher. Ça fait partie pour moi, la plus belle compétition. Donc vous la bougez pas, c'est-à-dire que la compétition, elle commence avec les clubs amateurs qui passent des dizaines de tours pour arriver éventuellement jusqu'au 32e face aux clubs de Ligue 1 ou avant pour les clubs de Ligue 2. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais justement pendant la période du Covid, on avait fait une voie amateur, une voie professionnelle pour pouvoir organiser les rencontres dans des conditions compatibles avec les protocoles sanitaires. Et donc on s'était retrouvé avec des 8e de finale mixtes, 2 voies séparées, et donc les clubs amateurs avaient 8 places en 8e de finale. Normalement, ça n'arrive jamais. Cette formule, tout le monde l'a détestée parce que ça nous prive justement de ces affiches de 7e, donc on ne va pas vers ça. Tour. Vous, c'est pas votre projet malgré le soutien au foot amateur. Impossible. Donc maintien de la Coupe de France en l'état actuel. Absolument. Et la Coupe de France, elle a des contrats de diffusion moins intéressants que par le passé. C'est pas une compétition qui perd de l'argent non plus. Mais elle est très dure à voir quand même parce qu'il y a notamment beaucoup de diffusion sur Eurosport. Est-ce qu'il ne faudrait pas, tant pis, gagnant, puisque la Fédération française se porte si bien et peut donner de l'argent au football professionnel, ne faudrait-il pas
favoriser une diffusion en clair du plus grand nombre de matchs. C'est ce que je disais chez nous. mais là, peu importe où aller, pour lui donner davantage d'exposition. C'est une discussion à avoir avec les diffuseurs, mais aujourd'hui, il y a un contrat en cours, il n'est pas question de le remettre en cause. Ah, mais bien sûr. Et puis, mais il existe vraiment, les matchs se jouent vraiment. Il se passe quelque chose dans les villes, dans les villages. Bien sûr. Pourquoi vous en clair, focalisez Oui, ok, pour l'argent. parce que c'est la télévision qui ramène l'argent, mais cache. Sur le bord des terrains, c'est en clair. Elle continue à être, à exister et à avoir beaucoup de valeur vraiment dans le monde amateur, qui est jusqu'à. Enfin, il y a 8 matchs à jouer pour certaines équipes. C'est juste fantastique. Oui. Et c'est là-dessus qu'il faut miser sur. Enfin, ce que j'entends dans le. C'est très important pour les clubs aussi de prendre un peu d'argent. Hein. Mais bien sûr, il y a cette histoire d'argent. Alors, un mot avant de passer Les dotations ont baissé sur la Coupe de France. Ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit normal. Et donc, vous proposez de les remonter? Parce que dire que ça a baissé, c'est bien, vous les remontez? Ah oui, ça me paraît indispensable. Enfin, vous avez des clubs qui touchaient 7 500 € quand ils se qualifiaient pour le 7e tour, qu'en touchent 6 000 aujourd'hui. Avec quoi? Avec l'argent du diffuseur ou l'argent du contrat? Ouais, l'argument, c'est que le contrat télé a baissé, effectivement, mais les ressources de la fédération, elles ont augmenté. Alors, il nous reste 2 sujets. Les Bleus arrivent. Un mot sur l'omniprésence de Nasser El Khelaifi également, qui est peut-être l'homme le plus fort du foot français finalement. Ça sera peut-être vous? Votre futur patron. C'est peut-être Vincent Labrune, mais est-ce que c'est, comme dit Sébastien, votre futur patron, Nasser El Khelaifi, qui a plusieurs postes? C'est vrai que quand on regarde le CV actuel de Nasser El Khelaifi, il y a beaucoup de lignes, tout simplement. C'est le président du Paris Saint-Germain, président de BID Sport Média. Il est présent au conseil d'administration de la LFP en qualité de président du Paris Saint-Germain. Il est présent au comité exécutif de l'UEFA, président de l'ECA, c'est le syndicat des grands clubs européens, et puis président de Qatar Sport Investment. Mais Pierre Samsonov, je vous souhaite une élection, comme hier on l'a souhaité à Philippe Diallo. Nous, on n'a pas de favori, mais c'est lui qui dirige le foot français. Moi, j'ai de la chance parce que je suis le pantin de Noël Le Graët. J'ai pas dit ça, j'ai dit le bras armé de la vengeance. C'est plus poétique. De Jamel Sanjak, de plein de monde. Donc voilà, donc j'ai plein de patrons finalement. C'est ça qui va me rendre le travail beaucoup plus simple. Vous comprenez bien l'ironie de la question. Oui, mais bien sûr. C'est impossible, quand on est dirigeant dans le football, dirigeant d'une instance, de ne pas dialoguer avec le PSG. Pour autant, est-ce que c'est le PSG qui dirige le football français? Non, il y a des règles de gouvernance qui font que c'est les instances qui décident. Mais quand ils ont besoin de sous, ils vont plutôt voir Nasser El Khelaifi que les instances. Pardon, j'ai pas... Quand ils ont besoin de sous. Oui. Ils vont plutôt voir Nasser El Khelaifi. Mais pour le coup, le PSG finance pas la Fédé. Alors effectivement, BeIN a un contrat sur la Coupe de France, mais c'est un partenaire. Pour le Trophée des Champions, une fois votre élection acquise, vous pourrez aller au Qatar. C'est vrai que ce Trophée des Champions, c'est un peu grotesque. Vous aurez pas de difficulté à voir Nasser El Khelaifi. C'est grotesque, on est d'accord, ce Trophée des Champions. C'est une compétition qui n'a pas trouvé son public, ouais. Et sa place. Sa place, oui. Ouais, et donc ça fera partie des petits chantiers. Mais c'est pas un sujet non, Fédération française. Oui, mais la LFP appartient à la triple, dans une branche de la Oui, mais si on commence à se mêler de l'organisation des il va falloir se mêler de à peu près tout, Pierre Samsonov. En tout cas, nous, on va vous proposer de vous mêler quand vous viendrez et de tout ça. Un mot maintenant des Bleus, parce qu'évidemment, les Bleus, c'est un sacré chantier. L'équipe de France de football, il y a eu des sonnettes d'alarme, de désarmement peut-être, ce genre de choses. On a beaucoup parlé des audiences, on a parlé de 7 €, il y avait un manque de jeu. Vous, avant de parler des hommes, votre regard sur les Bleus, là, aujourd'hui? D'abord, on regarde sur l'Euro, puisque c'est ça dont vous parlez. Moi, globalement, l'Euro, j'ai trouvé que c'était une compétition qui était un peu alarmante, pas pour l'équipe de France, mais parce qu'on a vu des équipes avec des joueurs qui étaient complètement rincés par des cadences qui sont de toute évidence pas capables de supporter. Ça, c'est vrai. Et ça doit nous questionner au-delà de l'équipe de France sur ce qu'on veut faire de ces compétitions majeures du foot international et qui perdent du lustre parce que en fin de saison, les joueurs peuvent plus jouer. Mais nous, on est prêts à vous suivre sur ça tous, je pense, autour de la table. Mais quel est votre levier, quel est votre pouvoir pour influer et faire changer ça? Il paraît que la Fédération française de football est représentée au sein du comité exécutif de l'UEFA. Et avec les instances internationales, il faudra absolument prendre... Vous y croyez vraiment? Vous pensez pouvoir être capable de faire plier Infantino? Alors non. Ou Séphérine en tout cas. Mais non, je ne crois pas. Mais je pense que le fait de démontrer qu'au final, on se tire une balle dans le pied en multipliant les matchs et les compétitions avec une lisibilité assez faible, la Ligue des Nations, je ne sais pas si... Sauf chez nous.
Où elle marche très bien. Mais absolument. Mais Sinon, c'est des matchs amicaux. Hein. C'était des matchs amicaux avant. Ouais, mais Ils n'ont pas ajouté une je vous pose délation la à la place de question. rien. Il y a plus de matchs. Est-ce qu'ils n'avaient pas plus d'intérêt, les matchs amicaux en question? Pas international. Oh, ça dépend quand même. Ça permettait de rencontrer des footballs différents. Il y a trop mais- d'affiches. L'affiche est trop, ça, c'est vrai. est trop Banalisée. donc banalisée. Donc, Quel lien vous avez avec Didier Deschamps? Est-ce que vous avez déjà échangé avec lui? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous appréciez? J'ai pas échangé avec lui depuis que je suis candidat. On échangeait très régulièrement ensemble à l'époque où j'étais à la fédération. On ne s'est pas vu depuis, mais on avait des rapports tout à fait cordiaux. On a évidemment une question qui nous brûle les lèvres. Je vais vous laisser la poser. Non, mais 3 questions rapides si vous me faites des réponses rapides. 3 questions? Non, vous allez voir. C'est le même thème. Je vous donne des noms. Non, mais Pourquoi je vais ils m'en vous font aider, trois je vais gagner du temps en fait. Si vous aviez été président de la Fédération française de football, auriez-vous gardé Didier Deschamps après l'Euro 2024 ? Après la Coupe du Monde 2026, est-ce qu'il aurait une chance de continuer ou est-ce que quoi qu'il arrive, c'est terminé? Et la troisième, je l'ai oublié, s'il devait partir, ce serait plutôt Zidane ou Thierry Henry? vous pouvez faire rapide. C'est pour ça que je lui ai confié La pour les 3. première réponse, c'est oui. Il serait resté après l'Euro. La deuxième réponse, c'est je pense que s'engager pour l'après-Coupe du Monde, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Mais est-ce qu'il aurait une chance? Mais bien sûr qu'il aurait une chance, c'est même évident. Et parler d'un successeur potentiel quand on ne sait pas ce qui va se passer après n'a pas de sens pour le coup. Donc ça veut dire que veut dire vous qu'il ferez aurait le une bilan chance. si vous êtes élu à la fin de la Coupe du Monde. Mais en fait, Il n'y a pas d'objectif demi-finale, finale, victoire. Bien sûr que si, il y en aura. Mais justement, ce qui est intéressant là-dedans, au-delà de la question de Didier Deschamps, c'est la question de la manière dont la fédération se comporte vis-à-vis de ses sélections et de ses sélectionneurs. Et moi, je suis très étonné de voir que vous avez des sélectionneurs qui ont eu d'excellents résultats, qui sont partis, je ne sais pas pourquoi, et on a nommé l'adjoint en lieu et place. Des sélectionneurs qui ont eu de moins bons résultats, qui sont partis, et on a appliqué exactement la même solution dans les deux cas de figure. Et donc, du coup, je me demande ce qu'est le questionnement de la Fédé aujourd'hui sur la manière de gérer ses sélections, ses sélectionneurs. Et puis ça ne vous a pas échappé, il y a aussi un problème avec le capitaine de l'équipe de France en ce moment. J'utilise le mot problème, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu aux 2 derniers rassemblements, sans doute pas bien psychologiquement, des affaires extra-sportives. Est-ce que c'est au président de la Fédération française de s'emparer d'un tel dossier? C'est au On président. parle de Kylian Mbappé, bien sûr. Ah bon. Elle fait bien de le préciser. Ouais, en tout cas, c'est au président de la Fédération française de football de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'angle mort dans les discussions entre le sélectionneur et le joueur après. Interférer dans la sélection, évidemment, c'est complètement exclu et complètement contre-productif. Mais en revanche, que le dialogue existe et que les bases de l'un et de l'autre soient clairement posées, ouais, c'est la responsabilité du Un président. tout dernier mot, puisque Vikash Dorasso, alors, pour tout vous dire, on a 2 chroniqueurs qui sont impliqués dans ces élections. On a Charlotte Lorgeret, qui se retrouvera dans le côté de la liste de Philippe Diallo. Et Vikash Dorasso, vous allez travailler, si jamais il a été élu, avec Pierre Samsonov. sur la commission sociale, discrimination, travailler sur le football amateur, c'est ce qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est aussi la liste Benjamin André sur la liste d'un ancien joueur de foot. Je trouve ça génial. Ancien Et, joueur. joueur en activité, au contraire. Encore très bon joueur. Non, mais ça me le rend très sympathique. Puis après, évidemment, la discussion qu'on a eue qui a été hyper sympa. Et puis Lucie Bou, qui est une fille que je connais, qui est engagée pour l'égalité homme-femme. Moi, c'est un sujet très important chez moi, les discriminations. Donc, de savoir qu'elle était sur la liste de Pierre m'a forcément rassuré et m'a encouragé à accepter de travailler, de soutenir et puis d'aller bosser sur le football amateur. Moi, j'y suis, j'entraîne. Et je sais qu'il y a plein de choses à faire, que ce football amateur, il a été plus ou moins abandonné. Il y a plein de choses qui me plaisent beaucoup. Apprendre le football, transmettre des valeurs, c'est hyper important. Moi, je pense que je ne suis pas aussi pessimiste que Seb. Je pense qu'il y a des choses à faire, que ce n'est pas foutu, que former les entraîneurs, c'est très très important, leur apprendre à transmettre aux gamins qu'on n'est pas là que pour gagner et devenir Mbappé, mais peut-être apprendre à devenir notamment un bon footballeur et peut-être un bon citoyen, ça peut être sympa. L'éthique et la discrimination et peut-être porte-parole, Pierre Samson. Pensez-y, qui est quand même bon ce Vikash Dorasso. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On espère qu'on a pu faire découvrir votre programme, vos ambitions et puis votre projet dans cette liste face à celle de Philippe Diallo. Réponse début décembre, allez, dans la première dizaine de décembre, mi-décembre au plus tard. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous. Merci Pierre Samson. Dans un instant, tout autre décor, on prendra la route des océans
il sort du poteau noir, il ne sera pas présent à la Triple F. C'est Yannick Bestaven qui participe au Vendée Globe. On sera à bord de Maître Coq dans quelques secondes et puis on parlera de football. 2 Zerbi joue-t-il très gros ce week-end? A tout de suite, plus Antoine Pile.